Bonjour à tous. Merci d'être venus cet après-midi sur Facebook et sur Zoom. Et bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par la France Insoumise en Amérique du Nord. On a aujourd'hui le grand honneur de recevoir Frédéric Viguier pour parler de la question sociale dans une conférence intitulée « La cause des pauvres en France de 1945 à aujourd'hui ». Cette conférence, je l'ai dit, est retransmise en direct sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook, donc partagée sur la page France Insoumise Canada États-Unis, mais aussi sur la page France Insoumise Montréal. Nous vous invitons évidemment à la partager sur vos pages personnelles. Alors merci à toutes et à tous d'être présents cet après-midi. Merci évidemment à vous, Frédéric Viguier, de votre temps, de votre présence gracieuse et de votre volonté de nous transmettre votre savoir. Cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences qui a pour but, qui se donne pour but d'analyser la manière dont les questions, les urgences sociales, écologiques et démocratiques sont liées. Alors, quelques considérations techniques avant que je cède la parole à Madame Catherine Benoît qui fera la biographie, la présentation. Pour préserver la bande passante des participants à cette rencontre Zoom, les caméras et les micros seront coupés. Il y aura une première partie de cette conférence qui sera donc en fait une conférence de Frédéric Viguier pendant 45 minutes, puis qui sera suivie ensuite d'une période d'échange qui sera modérée par Madame Catherine Benoît. Cette période d'échange, on prendra vos questions qui seront publiées sur Facebook, sur le chat Zoom, n'importe où, on va les prendre et on va ensuite les regrouper et elles seront présentées. Alors n'hésitez pas à nous écrire vos questions, on va les prendre et sans plus tarder, je cède la parole à Catherine Benoît. Alors Catherine, il faut allumer le micro. Hein. Merci Thibault. Bonjour Frédéric Viguier. Frédéric Viguier est sociologue, agrégé de philosophie, professeur à New York University. Il est aussi directeur des études doctorales et directeur des programmes publics de l'Institute of French Studies. Ses axes de recherche portent sur les représentations et la perception des inégalités en France et dans le monde francophone, et plus récemment sur la persistance d'un système éducatif français au Maroc depuis l'indépendance. La conférence « La cause des pauvres en France de 1945 à aujourd'hui », point d'interrogation, présentera son dernier ouvrage, « La cause des pauvres en France », publié par les presses de Sciences Po en 2020, dans lequel Frédéric Viguier interroge le passage d'un idéal d'inclusion sociale des plus démunis à une politique d'exclusion et de stigmatisation des personnes les plus pauvres. L'ouvrage a reçu en mars de cette année le prix recherche du Grand Prix de la protection sociale, qui est un prix organisé par l'École nationale supérieure de sécurité sociale et la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Frédéric, c'est à toi. Merci Catherine de cette invitation. Merci à la France Insoumise d'Amérique du Nord de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous présenter mon travail. Alors, je vais partager mon écran si on me laisse le faire, ce que je n'ai pour l'instant pas le droit de faire. Voilà. Ça y est, le droit m'en a été donné. Pardon, je vais arrêter et recommencer car j'aurai besoin du son tout à l'heure. Voilà. Alors, comme j'espère que vous le verrez au cours de ma conférence, de cette présentation de mon livre, ce travail académique n'a pas d'ambition normative et de retombées politiques immédiates, mais faire l'histoire de notre présent du point de vue de la cause des pauvres me paraît vraiment bon à penser pour quiconque s'intéresse à la transformation sociale et politique à partir de la situation où nous en sommes. Je vais le dire
tout de suite, une des principales leçons, me semble-t-il, de mon ouvrage, c'est que la pauvreté n'est pas un problème technique qui pourrait être réglé si on mettait en place les bonnes politiques publiques, les bons systèmes. Il y a en Amérique du Nord, notamment dans les départements d'économie, des chercheurs spécialistes d'analyse randomisée, pardon pour l'anglicisme, des politiques de développement et des meilleurs moyens d'allouer les sous. Évidemment, je ne conteste pas la pertinence ponctuelle de ces analyses et des résultats qu'elles génèrent, mais il me semble important de garder toujours à l'esprit que la pauvreté est le produit d'inégalités multiples, que la forme que prend la lutte contre la pauvreté est au croisement de rapports de force complexes entre des groupes sociaux, entre des groupements politiques, des groupements syndicaux, des associations, et puis aussi entre des idées. Et donc, voilà, il est important de mesurer les rapports de force et leurs évolutions pour comprendre notre présent de manière profonde. Et moi-même, ma religion, en tant que chercheur et fortement intéressé par la chose politique, n'est pas faite sur les enseignements politiques que l'on peut tirer de l'histoire que je vais vous raconter. Donc, je ne vous proposerai pas, je le répète, d'ensemble normatif tout près, mais je soulignerai néanmoins des leçons d'histoire, à mon avis, et des analyses de notre présent qui sont bonnes à avoir à l'esprit. Alors, mon livre est une histoire du présent. Je suis sociologue, comme l'a rappelé Catherine Benoît tout à l'heure, et je m'inscris parmi ceux qui, comme Robert Castel, j'en parlerai tout à l'heure, considèrent qu'il est vraiment important de faire la sociologie du présent récent, du passé récent, pour comprendre les rapports de force aujourd'hui. Et donc, mon livre porte sur l'histoire de la cause des pauvres, de 45 à aujourd'hui. Alors, j'ai pensé que 45 était une bonne date de départ parce que c'est la date de la création de la sécurité sociale en France. Le livre donc ne porte pas sur la pauvreté elle-même. Parfois, cela déçoit mes auditeurs. Je pense qu'en fait, ça n'a pas grand sens de faire cette histoire de la pauvreté elle-même, parce que la pauvreté, c'est toujours un agrégat de situations différentes. Parce que les pauvres ne sont pas nécessairement dotés d'une agency, d'une agentivité immense, ils sont pris dans un ensemble structurel de domination extrêmement forte. Et il me paraît important de déplacer le regard vers, non pas simplement les pauvres et la pauvreté elle-même, mais vers les manières dont elle est représentée, au double sens intellectuel comprise, et politique du mot, c'est-à-dire les agents qui prétendent la combattre et comment. Donc s'intéresser à cette histoire de représentation, mais aussi de gestion par l'État social. Alors, en 75 ans, puisque mon histoire commence en 1945, les transformations que l'on a connues à la fois d'un point de vue intellectuel, politique et institutionnel sont tout à fait immenses. Et je voudrais vous présenter la périodisation que j'ai été conduit à construire et les raisons de cette périodisation et ce qu'elle donne aussi à penser de notre présent. Au passage, je vous présenterai aussi des personnages et des institutions qui me paraissent tout à fait centraux pour comprendre cette histoire. Alors, 75 ans après la création de la sécurité sociale, on est passé, bon, j'illustre, hein, c'est plus compliqué que cela, mais de ce que représente l'image qui est à gauche sur votre écran, à l'image animée que je vais bientôt vous passer, que représente la vidéo à droite.
Donc, les deux premières images, fermons la porte à la misère, sécurité sociale, tous solidaires, tous bénéficiaires, sécurité sociale, sont des dessins qui furent affichés sur des panneaux de communication institutionnelle en France en 1947. Et leur but était de promouvoir la participation des travailleurs aux élections de leurs représentants dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, caisses départementales, régionales et nationales. Et la participation fut en effet très élevée. 71% des travailleurs se sont rendus à ce rendez-vous électoral pour choisir leurs représentants au sein des caisses. Alors, le style de ces images évoque peut-être le réalisme socialiste et pourrait vous donner à croire qu'il s'agit en fait d'un poster partisan, d'une affiche partisane, par exemple celle de la CGT. Ce n'est pas le cas. Ce poster était en fait émané de l'institution, la sécurité sociale. Il n'avait pas pour but de promouvoir tel ou tel syndicat, mais bien la démocratie sociale et la nécessaire participation des travailleurs à son bon déroulement. Les deux images suggèrent que la protection sociale, tout juste mise en place, est le seul moyen de fermer enfin, enfin n'y est pas, la porte à la misère, en élargissant le nombre de celles et ceux qui bénéficient d'une solidarité collective fondée sur le travail. La Sécu, comme on l'a vite appelée, institution sociale et démocratique, se présentait au public comme un bien commun au service de tous. Et cette croyance était dans le progrès social, dans les efforts collectifs, dans le fait que les biens portants aidaient les malades et les invalides, qui eux-mêmes étaient pensés comme des travailleurs empêchés par des circonstances négatives et non pas comme des responsables de leur sort. Et ben, cette croyance dominait largement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 71 ans plus tard, on en est passé à l'image de droite. Et alors, je vais vous demander une petite minute de patience puisque je vais vous montrer la vidéo et que je ne suis pas parvenu à l'inscrire. La voici. Alors, il s'agit d'une vidéo diffusée sur le compte Twitter de Sibeth Ndiaye, qui était alors la conseillère en communication, à la communication du président Macron. Et elle fut diffusée le 12 juin 2018, à la veille d'un discours à la mutualité que le président Macron allait donner. Cette vidéo résume en 1 minute la philosophie sociale du jeune chef de l'État, enfin la philosophie du jeune chef de l'État en matière de protection sociale, en matière d'État social. Elle montre donc le président en train on l'imagine entouré de ses divers conseillers, en train de répéter des éléments de langage pour son discours du lendemain. Et on imagine que, on ne connaît pas les coulisses, hein, mais on imagine que subjuguée par la verve du président, la conseillère a jugé bon de diffuser cette vidéo qu'elle imaginait flatteuse. Alors, je la mets en marche. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Et donc, toute notre politique sociale, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, mutualistes, c'est qu'on doit mieux prévenir, ça nous coûtera moins ensemble, et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs. Donc vous êtes. Moi, je pense que c'est ça le truc. Prévenir, responsabiliser. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, il ne faut pas refaire un discours de congrès, mais hein, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est correctif. Et donc il faut prévenir la pauvreté
et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organiser pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins, et avoir un jeu plus... Alors, je repasse à la présentation. Only pay for what you need with Liberty Mutual. Pardon. I just said that. La réception de la vidéo de Macron en répétition de son discours à la Mutu le lendemain ne fut pas aussi bonne que sa conseillère l'avait espéré. En fait, elle lui a sans doute coûté du crédit politique. Plusieurs de ses commentateurs grassement stipendiés des rubriques écho de telle ou telle télévision se sont félicités de ce qu'ils estimaient être une franche évaluation du système social français. Mais dans l'ensemble, la majorité des commentaires ont été très négatifs, en particulier ceux des associations de lutte contre la pauvreté, pour lesquelles ces paroles présidentielles représentaient un tournant à 180 degrés du discours du sommet de l'État en matière de pauvreté. Depuis De Gaulle, selon elle, aucun président n'avait osé suggérer, en des termes aussi explicites, que les pauvres étaient irresponsables ou que l'argent investi pour les aider était gaspillé. Et pour moi, juin 2018, alors que j'achevais l'écriture de mon manuscrit, la gaffe macronienne confirmait ce qui me paraissait une nouvelle orientation du discours politique sur la pauvreté, nouvelle orientation dont j'avais observé les débuts depuis, on pourrait dire Juppé, 95-97, mais ce fut une brève parenthèse, je dirais plutôt depuis Sarkozy. Bien qu'à un niveau moindre et avec un langage plus feutré, plus prudent que celui du président Macron. En fait, mettre en scène sa compassion pour les pauvres était une compétence politique cruciale pour quiconque aspirait à un mandat national, y compris à droite. Vous vous souviendrez peut-être, pour ceux d'entre vous qui en ont l'âge, que la campagne du président Chirac en 1995 avait porté sur la fracture sociale. Que le président Chirac était particulièrement doué pour manifester sa compassion lorsqu'il allait rencontrer des associations charitables pour parler aux personnes pauvres. Ce n'est plus le cas. Et Macron, une personnalité politique aux caractéristiques assez nouvelles, est parvenu au sommet de l'État, au sommet de la politique nationale française, sans avoir jamais eu affaire aux syndicats, aux mutualistes ou aux associations charitables. S'il avait eu un chouïa d'expérience en la matière, eh ben, ce chouïa lui aurait appris promptement les risques politiques encourus pour diffuser, s'il diffusait cette vidéo. Et donc voilà, mon livre retrace la trajectoire qui nous mène de cette première image à la vidéo. Les différences sont assez frappantes dans les pronoms employés. À gauche, on emploie « nous », le fermont, la porte à la misère. On parle de « tous ». Dans la seconde, il y a beaucoup de « moi-je ». Dans 47, il s'agit d'une décision démocratique par les concernés. En 2018, il s'agit d'une décision solitaire prise par un leader charismatique, supposément inspiré. Les vertus morales signalées à gauche sont celles et présentées comme désirables pour la société, sont celles de solidarité collective, de sécurité. Et à 2018, on parle de responsabilité individuelle, d'incitation. Il n'est pas question à gauche de finance
Alors pourtant que la sécurité sociale avait des contraintes financières très strictes et qui étaient prises vraiment au sérieux par les caisses de sécurité sociale, alors que dans la seconde, il est question beaucoup de coûts excessifs, de pognon de dingue, pour parler comme Macron. Donc, mon but en retraçant cette histoire n'est pas de déplorer un âge d'or, vraiment pas, mais plutôt de comprendre dans les différents modèles qui se sont succédés leur assise, leurs forces comme leurs faiblesses, les groupes sociaux, les mouvements, les militants, les hauts fonctionnaires qui se sont battus à leur sujet et qui l'ont défendu, les obstacles qu'ils ont rencontrés. Et l'une des thèses donc, de mon livre est que la manière dont le système français de protection sociale a traité et représenté les pauvres aura été, dans toute cette histoire, une ligne de fracture centrale. Alors, j'ai distingué 4 périodes, mais pour les besoins de cette présentation, je vais regrouper les 2 premières périodes en une. Je vais maintenant vous la présenter. Donc, première période, 1945-1968, combattre la pauvreté en élargissant le salariat. La première chose peut-être que je pourrais faire pour présenter cette période, donc que j'avais distinguée dans mon livre en 2 périodes, une première période que j'ai appelée la cause des pauvres dominés et par la cause des salariés, et puis une seconde période, et donc ça allait de 45 à 54, et une seconde période que j'appelais l'affirmation de la cause des pauvres, de 54 à 68. Je les ai réunis, c'est pas très grave, il me semble que ce premier ensemble a une unité, et une unité que le sociologue et historien Robert Castel, donc c'est la première image à gauche, dans son célèbre ouvrage « Les métamorphoses de la question sociale », une chronique du salariat, publiée en 1995, il avait proposé de parler de société salariale pour désigner le compromis fordiste et compromis keynésien qui avait prévalu à la libération. Alors, contrairement à chez Robert Friot, chez Bernard Friot, pardonnez-moi, Robert Castel, Bernard Friot, le concept de salariat n'opère pas comme un horizon normatif, comme une société souhaitable, même s'il est très clair pour Castel que le salariat, la société salariale telle qu'elle exista entre 1945 et, disons, le début des années 80 pour Castel, était préférable à la société néolibérale qui lui a succédé. Le salariat, chez Robert Castel, c'était une manière de dépasser provisoirement, mais sans résolution définitive, bien au contraire, puisqu'il y avait des failles essentielles qui allaient être creusées, de dépasser l'opposition entre le capital et le travail, en inventant ce qu'il appelle une forme de propriété sociale, on pourrait parler de bien commun aujourd'hui, liée au travail et dirigée directement par les travailleurs et les employeurs. Et cette propriété sociale assure aux travailleurs des droits de tirage, un droit qui les libère de l'incertitude du lendemain. S'ils viennent à tomber malades ou invalides, s'ils deviennent trop âgés pour travailler, ils sont néanmoins assurés de revenus de substitution élevés, comparables à ceux qu'ils pouvaient obtenir en travaillant. Les emplois doivent être décents et à temps complet et procurer donc une assurance santé, des prestations familiales, des pensions de retraite et une protection contre les accidents ou l'invalidité.
ce compromis, selon Castel, et je le suis dans ses analyses, a été rendu possible par le discrédit où les classes supérieures sont tombées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est un projet de société qui est soutenu au plus haut niveau de l'État. Et c'est la seconde image, la deuxième image de cette diapo. Ce timbre, créé 70 ans après la création de la sécurité sociale, représentant Pierre Laroque et Ambroise Croizat. Pierre Laroque, haut fonctionnaire, conseiller d'État, donc avec une formation de juriste et pas d'énarque, l'ENA venait tout juste d'être créée, souvent désigné comme le père de la sécurité sociale, parce qu'il fut chargé de mettre en œuvre les ordonnances de la Sécu. Laroque était convaincu du rôle de la puissance publique dans la régulation des rapports sociaux et économiques au service de l'intérêt général, et ce, contre les intérêts privés ou catégoriels. Il était profondément attaché aux libertés individuelles. C'est un libéral de ce point de vue-là, au sens américain. Mais il lui apparaissait absolument évident que les libertés individuelles devaient être restreintes pour pouvoir être maximisées. Sans quoi, les libertés individuelles de quelques-uns triompheraient aux dépens des libertés individuelles du plus grand nombre. Et au nombre des libertés essentielles qui devaient être protégées, il comptait, pardonnez-moi, celle des travailleurs à bénéficier de droits dans leur emploi, à l'emploi, d'un salaire décent et d'une vie individuelle libérée du besoin. Alors, c'était un haut fonctionnaire, stable dans l'État, puisqu'il fut directeur de la sécurité sociale avant d'occuper d'autres fonctions importantes de l'État social, mais c'était partagé par la classe, par les trois grands partis issus de la libération, le Parti communiste, Ambroise Croizat, qui est aussi une figure essentielle de la création de la Sécu, et sur cette vignette, il y aurait pu avoir d'autres figures de la SFIO ou encore du MRP de l'époque. Voilà. Mais donc, vous voyez, on est dans un modèle où c'est le salariat qui est envisagé comme la seule manière légitime de vaincre la pauvreté, tant et si bien que la pauvreté, en fait, n'est pas pensée comme une condition spécifique de gens qui seraient en deçà du salarié. Elle est pensée comme la condition même de la classe ouvrière. Et je vous ai mis ici, à droite, le livre de Maurice Thorez qui recueille des articles qui s'intitule « La paupérisation des travailleurs français ». Donc, vous savez peut-être que Maurice Thorez fut le secrétaire général du Parti communiste français. La paupérisation des travailleurs français, une tragique réalité. Donc, on est dans les années de grande croissance. Il considère que combattre la pauvreté, c'est améliorer le sort et les salaires des salariés. Et pourtant, cette ambition, donc l'idée c'est que la sécurité sociale va progresser, que son champ va s'élargir, qu'elle va monter en puissance, que les cotisations vont ouvrir des droits, notamment à la retraite, et que cela sera universel. Et pourtant, en ces débuts de la Sécu, et en dépit de son ambition d'universalité, en dépit du plein emploi, les chiffres de l'emploi à l'époque font pâlir d'envie, la sécurité sociale, dès l'après-guerre, ne couvrait pas tout le monde. Tout le monde n'avait pas des métiers stables. Il y avait des populations déplacées, des zones rurales ravagées, complètement faites socialement, productivement, une crise du logement gigantesque, des camps de logement provisoires.
en sorte que l'assistance aux pauvres, qui n'était pas couverte par la Sécu, demeurait indispensable dans ce système de la société salariale et qu'elle incombait aux associations charitables. Alors, je vous ai mis à gauche une photographie du camp d'ATD Carmonde à Noisy-le-Grand, en banlieue parisienne, en 1954. Si j'ai choisi cette image, c'est parce que ATD Carmonde et son père fondateur, le père Joseph Wresinski, jouent un rôle fondamental dans l'élaboration à la fois intellectuelle et politique d'une nouvelle représentation de la pauvreté comme sort spécifique d'un sous-prolétariat, c'est ce qu'on dit à l'époque, en dessous du salariat. Donc, vous voyez ces igloos en fibrociment, terre battue, voies catastrophiques, inondations fréquentes, dans lesquelles se sont entassées pendant longtemps des familles sans logement, avec des emplois au jour la journée, perdus, aussitôt trouvés, difficilement accessibles, etc., etc. À droite, photo de droite, hiver 54, l'abbé Pierre, dans son célèbre appel. C'est une image qui évoque une autre figure importante de cette invention d'une nouvelle théorie de la pauvreté au sein de la société salariale. C'est donc l'abbé Pierre, qui, comme Wresinski, est issu du catholicisme social. Et cet appel de l'hiver 54 était un appel à la générosité publique pour aider les pauvres. Donc, malgré le déclin de la présence du catholicisme dans la vie publique française à cette époque, et déclin lié au discrédit où le catholicisme était tombé en raison de son ambivalence, pour être gentil, vis-à-vis de Vichy, les prêtres reviennent sur la scène publique française, mais ce ne sont pas des hiérarques d'église, des cardinaux au cap festonné d'hermine ou aux bagues serties de rubis. Non, c'est un modèle plus ascétique, issu du catholicisme social, engagé d'ailleurs pour beaucoup, comme ce fut le cas de l'abbé Pierre, dans la lutte contre Vichy et la barbarie nazie. Des prêtres soucieux de raviver la flamme chrétienne pour la justice sociale. Ils ont deux combats, à vrai dire. L'oubli des plus pauvres par la sécurité sociale et aussi par, leur semble-t-il, les institutions du mouvement ouvrier, le Parti communiste, les syndicats. À leurs yeux, ces institutions-là sont trop mobilisées par l'affirmation de la dignité sociale du monde ouvrier et tendent à se méfier, voire à stigmatiser les cas sociaux à leurs frontières, comme par exemple à Noisy-le-Grand, où le maire communiste trouvait que ce camp, au fond, atteignait la nouvelle dignité salariale de la classe ouvrière qu'il représentait. Donc c'est un des premiers combats de ces prêtres. Un second, c'est aussi un combat contre la charité à l'ancienne, et notamment telle qu'elle est promue par l'Église catholique. Ils estiment que cette charité-là est une insulte aux plus pauvres, et eux ne font pas appel aux riches et au devoir de donner, mais à toutes et à tous. Leur ambition, c'est vraiment de démocratiser la vertu de charité et de l'assortir à un combat pour la justice sociale. Ils veulent aussi que la charité soit au maximum expurgée du mépris de classe auquel elle a longtemps été associée, et qu'elle fasse toute sa place à la parole des plus pauvres, au récit de leurs expériences. Alors, ils imaginent, et c'est surtout le cas d'ATD Carmonde, une nouvelle théorie de la pauvreté dans les économies développées, pauvreté qu'ils comprennent non pas simplement comme résiduelle, mais comme exclusion symbolique des marginaux qui sont peu préparés pour la société industrielle moderne. Je vous ai mis le titre de Jules Clanfer, sociologue
associé à ATD Quart Monde, l'exclusion sociale. C'est le premier à avoir employé cette expression avant qu'elle ne soit reprise par des hauts fonctionnaires. Et on voit bien une nouvelle théorie donc, qui émerge. Et donc, il me semble que vous connaissez peut-être les paroles cruelles et cinglantes de Roland Barthes sur l'abbé Pierre. Il y a un texte de son recueil Mythologie sur la barbe de l'abbé Pierre, où Roland Barthes se moquait du style de l'abbé, qui aurait constitué à substituer, selon Barthes, les symboles de la charité, tels que la barbe franciscaine ou encore la simplicité de sa robe de bure, à la réalité de la justice sociale qui, selon Barthes, était représentée évidemment par le mouvement ouvrier. Le sarcasme de Barthes me paraît manquer la nouveauté de ce qui se produit, l'émergence d'une nouvelle théorie de la pauvreté qui n'est pas tout à fait la philanthropie à l'ancienne des classes supérieures, mais quelque chose un combat pour donner accès aux plus pauvres à la parole publique et faire reconnaître l'exclusion dont ils sont les victimes. Mais le sarcasme de Barthes en dit long, si vous voulez, sur le caractère dominé de cette nouvelle théorie de la pauvreté et les difficultés que ces prêtres catholiques de gauche rencontrèrent pour être entendus. Alors, je passe maintenant à la période suivante. Les choses changent dans les représentations de la pauvreté à partir après 1968. Bon, les périodisations sont toujours un peu arbitraires, mais il me semble qu'on peut dire au lendemain de 68, notamment parce que dans la classe politique française, à droite, le consensus keynésien prend fin. Alors, il ne prend pas fin sur le mode brutal d'une conversion immédiate à un marché sans entrave. Il prend fin avec des ambitions de vaincre la pauvreté par des mesures techniques. Je vous ai mis tout à fait à gauche le livre de Lionel Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, paru juste avant qu'il devienne ministre du Travail. J'en oublie la date, 72, je crois, à moins que ce ne soit 74. Bon, pardonnez-moi. En tout cas, pour quelqu'un comme Stoléru, et ça a des échos pour Valéry Giscard d'Estaing et pour d'autres, l'ambition universaliste de la Sécu a atteint ses limites. Il sera désormais impossible de l'élargir sans que cela ne représente une contrainte trop lourde pour le marché de l'emploi. L'État doit désormais, selon Stoléru, intervenir de manière spécifique pour les pauvres et les exclus en créant des prestations ciblées, financées par l'impôt et pas par les cotisations sociales. Ça, c'est un point de vue politique. Mais c'est aussi un point de vue qui désormais devient partagé au sommet de l'État. Photo au centre, alors je l'ai choisi parce que il y a aussi Simone Veil dessus, c'est quand même un moment de réforme sociale. Simone Veil qui a porté l'inscription de l'IVG, la possibilité de l'interruption volontaire de grossesse dans la loi, et René Lenoir, qui a eu un rôle de secrétaire d'État dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, sous Valéry Giscard d'Estaing. Mais René Lenoir était surtout un haut fonctionnaire du social qui, comme Stoléru, était convaincu que la Sécu et son ambition universelle, ça ne marcherait pas. Il n'y croit plus. Il ne souhaite pas pour autant inciter et encourager à se soumettre aux logiques du marché. Il veut élargir les services sociaux pour les exclus. Et les associations de lutte contre la pauvreté ont reçu beaucoup de financements pour améliorer leurs services et les professionnaliser.
Je vais revenir après sur l'opportunité que ce changement de logique au sommet de l'État social a représenté pour les associations de lutte contre la pauvreté. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que je voudrais souligner, c'est la double temporalité. Ça, c'est la logique, si vous voulez, au sommet de l'État et dans les cercles de droite. Mais à gauche, on reste attaché, c'est la période de l'union de la gauche, dans cette fin des années 70, et à vrai dire jusqu'en 1984, à une perspective plus travailliste d'expansion du salariat. Ce n'est qu'en 1984, lorsque le premier Premier ministre de Mitterrand, Pierre Mauroy, passe la main au second, Laurent Fabius, que la gauche socialiste se convertit à son tour à cette nouvelle vision de ce que peut l'État social et ce que peut la société salariale. Eux aussi, échaudés par une crise économique gigantesque, commencent à croire que l'emploi, notamment l'emploi peu qualifié, est un bien fragile, que les cotisations sociales et les régulations le menacent, et du coup qu'il faut, il faut trouver quelque chose pour les exclus du salariat et appliquer les recettes associatives d'intervention directe de l'État pour les pauvres. Alors là, je passe aux conséquences de ces transformations au sommet de l'État pour les associations de lutte contre la pauvreté. Je les suggérer, c'est ce tournant politique et des politiques publiques représente une série d'opportunités pour les associations de lutte contre la pauvreté. Image 1, Geneviève de Gaulle et Joseph Wresinski. Geneviève de Gaulle, la nièce de Charles, qui est une alliée de longue date depuis le camp de Noisy d'Athédé Carmonde et du père Joseph Wresinski, mais qui n'avait pas voulu user de son nom pour introduire le père Joseph et Athédé Carmonde dans les cercles de l'État social, le fait après la mort de son père et parvient à faire accepter Athédé Carmonde dans les cercles du plan, mais aussi à faire entrer le père Joseph Wresinski à ce qu'on appelle à l'époque le Conseil économique et social, et qui est devenu le Conseil économique, social et environnemental. Athédé y entre, et le père Wresinski, qui avait un charisme tout particulier, parviendra dans le Conseil économique et social à mettre d'accord les représentants syndicaux et patronaux sur la nécessité de créer le RMI. Et puis plus tard, Geneviève de Gaulle, qui prendra sa succession après sa mort, de créer la CMU, la couverture maladie universelle. Donc l'introduction du père Wresinski dans ces cercles de discussion de l'État social, dans ces zones, dans ces lieux, a été extrêmement importante pour la transformation des dispositifs de la protection sociale. Le tournant politique représente aussi une opportunité intellectuelle. Je vous ai mis là en deuxième photo, Esprit, pourquoi le travail social. C'est la couverture d'un numéro célèbre de la revue Esprit, à l'époque beaucoup plus à gauche qu'aujourd'hui. Il y a un entretien avec Michel Foucault. C'est un moment où la gauche intellectuelle s'éloigne du Parti communiste français, y compris la gauche radicale, et au-delà du prolétariat, commence à valoriser de nouvelles figures qui pourraient promouvoir le changement social. Les minorités de genre, sexuelles, ethniques, les immigrés, les personnes handicapées, les marginaux. Athédé Carmonde participe à ces débats et construit les pauvres comme l'une de ces nouvelles figures potentielles. Et ils sont invités notamment dans un débat là, de la revue Esprit, pourquoi le travail social, où ils se montrent tout à fait puissants rhétoriquement, peut-être plus que ceux qui dénoncent le travail social comme entreprise de contrôle social.
1987, le père Joseph Rezinski, alors conseiller économique et social, parvient à faire rebaptiser le parvis des droits de l'homme comme place des droits humains et non, ça a déjà été fait en 84, mais d'inscrire les victimes de la pauvreté comme des victimes à qui on dénie l'accès aux droits humains. Ce que font au fond les associations de lutte contre la pauvreté dans ces années-là, c'est de parvenir à inscrire au cœur de l'espace public une nouvelle approche de la pauvreté, différente de celle du mouvement travailliste auparavant, une approche qui est centrée sur les droits humains des plus pauvres, sur la nécessité de leur donner accès tout de suite ici et maintenant à des conditions de vie décentes, sans attendre une hypothétique inclusion dans le salariat. Et ils lient leur combat au sein des pays riches à la lutte pour le développement dans ce qu'on appelle alors le tiers-monde. J'en viens à la troisième période, celle où nous sommes. La pauvreté comme problème public. Alors, on passe à un nouveau régime, me semble-t-il, à partir de 84, où la pauvreté poussée par des agents spécifiques, soit la gauche travailliste dans la première période, soit les associations humanitaires dans la seconde période, ça devient en fait un véritable problème public auquel tout le monde doit s'intéresser. Alors, la question de la pauvreté, ça devient un cheval de bataille de la droite contre la gauche. Les nouveaux pauvres, titré le Nouvel Obs à l'hiver 84, c'est ceux que le Parti socialiste ne sait pas prendre en compte et c'est ceux au nom desquels la droite critique les politiques mitterrandiennes. La sévérité de la crise de l'emploi est telle, avec un allongement des périodes de chômage, une perte des prestations de sécu pour ceux qui ont été longtemps au chômage, des absences de prestations minimales, que les prêtres de 54 reviennent dans la sphère publique, plaident pour de nouvelles prestations inconditionnelles, telles que le revenu minimum, donc est pensé comme un dernier recours, et puis une assurance santé universelle. Il gagne l'affaire. 1er décembre 88, le Premier ministre Rocard fait voter le revenu minimum d'insertion à l'Assemblée nationale. Il deviendra ensuite RSA, ce RMI. En 2008, revenu de solidarité active, et puis 10 ans plus tard, en 98-99, est votée la CMU, couverture maladie universelle. Alors, en plus de ces bénéfices, de ces benefits, excusez-moi pour l'anglicisme, de ces prestations supposément inconditionnelles, le verre rentre dans la pomme, puisque des prestations d'insertion professionnelle sont également incluses. Et ces prestations, alors au début, le langage est un peu ambivalent, sont plutôt pensées comme un droit à l'insertion, plutôt qu'un devoir d'insertion pour les bénéficiaires. Le droit de se former, d'apprendre des compétences, etc. Donc, ça, c'est le premier aspect. Je reviendrai sur le tournant plutôt répressif de ce droit à l'insertion qui se transforme en devoir d'insertion. Les nouveaux systèmes mis en place, il faut bien le dire, permettent de faire sortir pas mal de gens de la pauvreté. C'est le système français a eu un grand succès de ce point de vue-là, et la France a aujourd'hui l'un des taux de pauvreté les plus bas en Europe. Mais c'est aussi un système chiche, dont les prestations sont en dessous du revenu du seuil de pauvreté. Par exemple, pour une personne seule, 500 €, c'est ce que reçoit un bénéficiaire du RSA aujourd'hui, alors que le seuil de pauvreté est à 900 €.
Bon, juste pour le mentionner, mais d'un point de vue intellectuel, les sciences sociales viennent à la rescousse des théories de l'exclusion et de la pauvreté, alors que longtemps, jusqu'aux années, au milieu des années 80, en gros, elles s'intéressaient aux groupes sociaux et c'est surtout la question de la classe qui les préoccupait. Et avec ce proxy français des CSP, catégories socio-professionnelles et professions, elles commencent désormais à s'intéresser aux indicateurs de pauvreté, aux trajectoires de sortie et à l'évaluation des programmes d'insertion. Je vous ai mis ici le nom d'un des sociologues les plus célèbres de ces questions-là, Serge Pogam. J'approche de la fin de ma présentation. Ce tournant de la solidarité des années, de la deuxième moitié des années 80 et des années 90 est assorti de ceux qui l'ont vécu s'en souviennent peut-être, de la présence constante des prêtres, des sœurs, des représentants d'associations charitables, de Coluche sur les plateaux de télévision, des télétons, etc., etc. Ça devient vraiment un problème public et les hommes politiques sont sommés de s'en emparer. Pour les associations, c'est un triomphe provisoire de leur manière de penser et de théoriser la pauvreté. La pauvreté n'est plus vue comme quelque chose qui doit être éradiqué par des politiques structurelles de distribution juste et aussi de redistribution. C'est un phénomène qui est pensé comme ne devant jamais réellement disparaître, mais qui doit simplement être atténué, limité. Et alors que montent dans l'espace public les avocats de la cause des pauvres et que déclinent les avocats de la cause du salariat, c'est un nouvel ethos politique qui s'impose en France, moins combatif contre les pouvoirs, plus investi dans la recherche de solutions pragmatiques. Mais aussi, au final, cet ethos politique, et c'est une des leçons, me semble-t-il, de cette histoire, est incapable de renverser les rapports de force. Je trouve que la campagne du Secours catholique de cet hiver en pleine crise Covid est tout à fait frappante. La fin de la pauvreté n'est pas pour demain, dit le poster de gauche, et on ne va pas se mentir. Mais laisser tomber, ce serait encore pire. Vous voyez, d'un côté, la dénonciation d'une misère intolérable, de l'autre, une résignation à sa permanence. En fait, cette résignation a un pendant, c'est quand de plus en plus, on commence, alors même que la pauvreté est un problème public, à blâmer les pauvres pour leur pauvreté. Les associations de lutte contre la pauvreté le ressentent fortement et elles voient que la compassion pour les pauvres commence à décliner. Qu'on met de plus en plus l'accent sur leur responsabilité, sur la fraude sociale, sur le tourisme social. Ils disent, enfin, les hommes politiques ne manquent pas d'inspiration. La gauche socialiste devient de moins en moins ferme pour défendre la nécessité de systèmes inconditionnels. Il y a une véritable victoire idéologique dont la conséquence est que les associations de lutte contre la pauvreté estiment qu'il est nécessaire désormais de combattre contre la pauvrophobie, montrer que, en gros, il faut en finir avec les préjugés, montrer que derrière la nécessité de chercher l'emploi, en fait, ce sont souvent des miettes d'emploi que l'on trouve, des dispositifs sociaux extrêmement tatillons, pénalisants, etc. Et les associations de lutte contre la pauvreté commencent à connaître certaines défaites. La plus récente, c'est l'annonce par le président Macron il y a 2 ans que ATD Quart Monde n'aurait plus de poste au CESE, qu'il n'y aurait que 2 associations, la Croix-Rouge, dont la logique est beaucoup plus celle du secours, et le comité Alerte, qui d'une certaine manière reprend quand même les combats d'ATD Quart Monde. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, donc dans cette histoire de la pauvreté comme cause, on a en fait une espèce de retournement autoritaire
et dépréciateur de la pauvreté, parce qu'en fait, orphelines du mouvement travailliste, les associations de lutte contre la pauvreté, qui avec le mouvement travailliste, se sont longtemps regardés en chiens de faïence, se trouvent désormais bien esselés pour faire valoir que la pauvreté n'est au fond que le produit final d'inégalités, au nombre desquelles les inégalités de classe produites par la société capitaliste qui triomphe. Voilà, je vais m'arrêter ici donc de la présentation de cette histoire et puis laisser place maintenant à l'échange. Et donc, j'ai gardé ma casquette de chercheur, mais je suis prêt à spéculer avec vous si vous le souhaitez, si vous souhaitez m'emmener sur ce terrain, sur les conséquences qu'on peut en tirer pour le combat progressiste aujourd'hui. Voilà, j'arrête le share et je passe la parole à Catherine. Très bien, Frédéric. Merci pour cette présentation qui résume les centaines de pages de ton ouvrage de manière vraiment claire, puis avec une vidéo et des propos assez chocs et inacceptables qui marquent effectivement très bien, c'est la thèse de ton livre, le passage d'une compassion, d'une recherche d'atténuation de la pauvreté à un mépris absolu. Et quand tu as dit que tu finissais en tant que chercheur, parmi les questions que nous avons, quelqu'un voudrait en savoir plus sur la manière dont tu as travaillé en fait, à partir de quelles sources, est-ce que tu as fait du terrain, tu es sociologue, mais c'est aussi un travail d'histoire que tu as fait, des archives, etc. Tu pourrais nous parler de comment ta problématique a évolué peu à peu et peut-être aussi comment tu t'es intéressé à ce sujet. Tu en parles dans les remerciements de ton livre de manière succincte. Peut-être que tu as autre chose à dire. Comment on en vient à s'intéresser à la pauvreté en France? Attends, on t'entend pas du tout. Enfin, très mal. Là, c'est bon, oui. J'ai commencé par répondre à ce deuxième aspect, Catherine. Comment j'en suis venu à m'intéresser à ça? Je suis un fils de fonctionnaire proche du mouvement travailliste et mon père en particulier était ulcéré par le retour des prêtres dans l'espace public. Et il pensait que cette histoire de la défaite de la cause du salariat allait mal se terminer. Et je dois dire que moi-même, et alors là j'en viens au travail que j'ai accompli, je suis rentré dans cette enquête un peu avec beaucoup de suspicion sur les associations de lutte contre la pauvreté. En gros, voilà, j'allais montrer que cette histoire-là, c'était l'histoire de la défaite de la deuxième gauche qui s'était retrouvée complètement roulée dans la farine par le néolibéralisme. Donc voilà, ça c'est le début de mon intérêt pour cette question. En travaillant sur la chose, je me suis aperçu qu'on était passé à une troisième phase et que désormais on pleurait la faiblesse de la deuxième gauche. C'est comme si la belette et le petit lapin de la fable de La Fontaine avaient été mises d'accord par le Raminagrobis néolibéral dans ce tournant autoritaire stigmatisant d'aujourd'hui. Elles se sont regardées en chien de faïence, la belette et le petit lapin, la gauche travailliste et la deuxième gauche, et puis finalement elles se retrouvent impuissantes l'une et l'autre aujourd'hui. C'est une des leçons qui m'intéresse. Alors comment j'ai fait? J'ai travaillé en fait sur les associations de lutte contre la pauvreté. Ça a été mon point d'entrée à TD Quart Monde et d'autres associations de secours. Je me suis intéressé à leur activité de plaidoyer politique. Et c'est cela vraiment que suit mon livre. Alors oui, j'ai fait du terrain. Je suis allé participer, observer des
lieu de démocratie populaire avec les plus pauvres, ou la manière dont ils construisent le récit de leur expérience, dont ATD Quart Monde les prépare pour participer dans les cercles de l'État à l'expertise sur la pauvreté, au nom de l'idée que les pauvres doivent être sont les meilleurs experts et doivent être invités dans tous les cercles où on arbitre sur la pauvreté. Et donc, c'est à ça que je me suis intéressé d'abord. Mais en fait, je ne me suis pas contenté de ce travail d'observation. En fait, je l'ai prolongé par un travail d'archives, revenant en fait sur les débuts de ces associations et toutes les scènes politiques, institutionnelles, publiques, intellectuelles où les associations sont intervenues. Donc voilà le fil rouge en fait de mon ouvrage, c'est à hauteur des associations. Et donc j'ai compris qu'en fait, voilà, elles étaient dominées, elles ont remporté des victoires, et puis elles sont à nouveau. Cette victoire s'est avérée une victoire à la Pyrrhus. Oui, c'est ce qui m'a frappé. Et là, pour le coup, c'est un commentaire personnel dans ta conclusion, quand tu dis comment ATD Quart Monde a été évincé du Conseil social, économique et environnemental. C'est bien ça que tu as dit. Hein. Moi, ça m'a rappelé immédiatement la manière dont, pour ce qui concerne les étrangers en France, à un moment donné, le gouvernement français a produit des appels d'offres pour renouveler. En fait, c'était aussi pour se débarrasser des associations qui intervenaient dans les centres de détention. Donc, on voit comment le mépris ou le refus de prendre à bras le corps une question, de la traiter de manière stigmatisante, encore plus stigmatisante, encore plus autoritaire, et puis d'évacuation du problème, se fait aussi, là c'est la CIMAD qui en a fait les frais, par l'éviction des associations qui ont fait le plus grand travail à un moment donné. En fait. Écoute, je suis absolument convaincu de ce que tu dis, ça me paraît un tournant vraiment décisif. Il y avait cette logique partagée par les classes dominantes du gaullisme social qu'il fallait mettre en place une forte vie associative pour se prémunir des évolutions de Vichy, par exemple, parce que la société civile serait un ferment de résistance en cas de danger politique. Ça a été un ethos très fort de gens, y compris vraiment à droite, Michel Debré, qui ont voulu vraiment renforcer la vie associative, et pendant longtemps, l'État a joué le jeu. Donc, ces associations, alors c'est valable pour la lutte contre la pauvreté, c'est valable dans le handicap, c'est valable dans la question de la gestion des étrangers. Ces associations, c'est une espèce de para-État, parce qu'elles reçoivent de l'argent de l'État pour conduire des politiques publiques, mais elles reposent aussi sur l'implication de volontaires, elles ont des débats politiques, une vision de la société, et comment dire, voilà, l'État social en direction de la pauvreté s'est déployé de cette manière-là en renforçant les associations. Mais là, on est vraiment dans un nouveau tournant néolibéral. En fait, l'État se dit que ça leur coûte des sous, que les associations elles font profession de râler tout le temps, que ça lui coûte de la légitimité, et l'État préfère désormais utiliser, plutôt que ces associations qui ont pignon sur rue et qui ont des philosophies sociales, des boîtes privées qui s'emparent des contrats et qui promettent de mieux faire de manière plus efficace, et dont les pratiques sont extrêmement condamnables dans plein de secteurs. Alors, on n'en est pas encore là dans le monde de la lutte contre la pauvreté, mais on voit ce que ça donne, par exemple, dans le monde de l'insertion des exilés. Il y a de nouveaux acteurs privés avec des pratiques tout à fait répugnantes pour utiliser, maximiser l'argent, etc. Donc vraiment, je crois que l'État, enfin, comment dire, que cette nouvelle
classe politique venue de la finance est en train en fait de tourner le dos à ce moment associatif qui a les défauts que j'ai signalés dans cette histoire, mais qui avait quand même cette profonde fibre sociale. Et voilà, ils meurent tous, ces prêtres cathos de gauche, les uns après les autres, et cette fibre associative s'efface, et en fait ça fait peur parce qu'on voit bien comment dire que on est face à un tournant autoritaire et qu'il y a de moins en moins de sources de résistance. Oui, puis c'est une expertise qui disparaît aussi sur la question des étrangers, par exemple. Surgissent des boîtes, comme tu dis, qui connaissent rien à rien, en fait, mais qui sont choisies dans le cadre des appels d'offres. C'est le nouvel acteur, et on peut faire sans les associations si elles sont trop critiques. Voilà, et il y a des associations, enfin j'en connais certaines, qui tentent de survivre malgré tout, alors qu'elles avaient des salariés, des financements de l'État, et faisaient un boulot incroyable, en proposant des formations, donc d'une certaine manière en se transformant en entreprise, quoi, en fait. C'est-à-dire le volant formation pour financer les autres activités. Ouais, maintenant, tu as dressé le cadre général, c'est effectivement effroyable et inquiétant si ça concerne tous les secteurs de la vie. Le torchon brûle entre les associations et l'État. Moi, je voyais qu'un tout petit, dans un petit secteur. Alors, parmi les questions, pensez-vous que la pandémie Covid-19 pourra jouer un rôle positif ou négatif dans l'évolution de l'urgence sociale en France? Je suis partagé. Je suis inquiet parce qu'on voit vraiment le raidissement autoritaire du pouvoir en place, la manière dont le capitalisme financier essaie de se protéger sur tous les fronts, en dédémocratisant tout ce qui existe, en stigmatisant et en essayant de creuser au maximum tous les ferments de division possibles au sein des classes populaires. En même temps, voilà, le pire n'est jamais écrit, et se font jour des nouvelles aspirations démocratiques extrêmement puissantes. On l'a vu avec les Gilets jaunes, qui me paraissent ou avec la Convention citoyenne, par exemple pour le climat, qui me paraissent extrêmement prometteuses pour l'État social. Moi, il me semble, voilà, c'est une des idées, par exemple, alors là, je suis plus chercheur, mais plus, c'est des croyances politiques informées par mon travail. Moi, il me semble qu'il est vraiment indispensable pour la gauche de s'emparer de ces innovations démocratiques pour les appliquer à la démocratie sociale. Penser, je ne sais pas, une espèce de convention citoyenne permanente sur la protection sociale, avec non pas des syndicats en perte de vitesse, des partis en perte de vitesse, mais des tirages au sort. On a vu pour la convention sur le climat l'effet que ça a pu avoir. Et les associations, comme les partis politiques, peuvent les nourrir de leur pensée, de leurs connaissances, etc. Il me semble vraiment important de redémocratiser et d'introduire la volonté générale informée dans ces institutions qui sont devenues extrêmement technocratiques. Et je pense que cette revivification, voilà, elle rencontrerait une puissante aspiration démocratique, elle rencontrerait une misère sociale immense. On voit dans les luttes, là, par exemple, les jeunes qui sont exclus du RMI, RSA sont dans des situations catastrophiques et représentent aussi une force de mobilisation immense. Donc voilà, je suis partagé entre l'inquiétude et aussi le fait que cette conscience forte que le pire n'est jamais écrit et qu'il y a de nouveaux agents vraiment vivants d'un potentiel renouveau, et que ce serait vraiment important que dans ce renouveau-là, les vieilles querelles, travaillisme, associative,
classe, race, genre, etc., se taisent et que chacun pratique la non-nuisance vis-à-vis des autres causes qui émergent et s'entendent pour revivifier la démocratie sociale. Mhm. Oui, tout un programme qui pourrait aboutir ultimement à une constituante pour une autre république. Parce que ce que montrent des Gilets jaunes, je crois, la Convention citoyenne, c'est effectivement ce niveau d'expression qui est ressenti à tous les niveaux de la société, enfin ce besoin d'expression et puis le peu de canaux qu'il y a finalement pour reposer les règles et rediscuter d'un projet de société en dehors des élections. Mais bon, les élections, on ne va pas commencer à en faire la critique. Oui, non, vas-y, si tu voulais dire quelque chose. Reprendre des marges fortes d'autonomie, hein, plutôt que d'avoir des cadrages tout prescrits, des montants, des modalités de la taxation, etc. Non, vraiment, c'est évident quand on pense à la démocratie sociale, par exemple, de la Sécu, que les formes qu'elle a prises, ce serait irréaliste d'y vouloir un retour. 71% d'électeurs aux élections de caisse de Sécu, on voit bien que c'est inimaginable aujourd'hui, étant donné l'état du syndicalisme, par exemple. Et il faut donc, comment dire, ne pas glorifier un âge d'or. Moi, je suis très favorable à un syndicalisme fort, hein, mais on ne peut pas l'attendre. Et il faut vraiment s'emparer de nouvelles formes démocratiques pour faire revivre tout cela. Mais il me semble que la sève doit vraiment être démocratique et qu'en gros, si quand on regarde quand même les sondages sur l'opinion publique, sur la pauvreté, sur le chômage, il y a quand même encore en France un fort consensus sur le fait que les classes sociales populaires sont méchamment dominées. Mhm. Mhm. Ben justement, c'est cette question, et là je ne pose pas dans l'ordre, mais je suis un peu ce que tu avances. Pour beaucoup, la réduction des inégalités n'est pas une solution à la réduction de la pauvreté. Il faudrait plutôt plus de riches ou des riches plus riches qui entraîneraient d'une certaine manière les pauvres dans leur dynamique d'enrichissement. Hein. C'est la théorie du ruissellement ici. Qu'en penses-tu? Je me fais que le porte-parole. Justement, on peut parler de la théorie du ruissellement. Que vous aurez compris que l'histoire démontre que cette théorie est fausse et que l'enrichissement des riches, en fait, a pour conséquence principale l'affaiblissement démocratique. On voit bien aux États-Unis, par exemple, comment pas les ruisseaux, mais les torrents d'argent qui vont vers les plus riches ont servi à financer l'affaiblissement démocratique des États-Unis. La possibilité pour les corporations de financer librement, la suppression du vote, etc. Enfin bref, tout cet argent ne s'emploie pas du tout à être redistribué vers le bas, il s'emploie simplement à essayer de creuser plus encore les ferments de division du monde populaire et d'affaiblir plus encore la démocratie. Oui, je crois qu'on est effectivement dans une guerre enfin, ce que je veux dire est complètement trivial, mais on est face à une oligarchie qui domine par tous les moyens et qui se défend par tous les moyens. Et effectivement, quand on voit aux États-Unis comment le droit empêcher les gens de voter prend une telle vigueur, on voit bien comment c'est un combat de classe, un combat racial qui se joue et qui s'est joué pour les dernières élections. Ouais, financé par des think tanks bien fondés. Hein. Comment ça a financé par les think tanks? Tu peux en dire un peu plus? Le Cato Institute, etc., tous ces think tanks conservateurs, ce sont eux qui ont des recettes toutes prêtes à mettre en œuvre pour réduire la participation des électeurs populaires ou de couleur au vote.
c'est pas le petit peuple supposément trumpiste. Hein. Ça, Non, j'ignorais le rôle des think tanks et tout ça. Merci. Aujourd'hui, en particulier, c'est le cas. Et une question finalement assez proche. Que pensez-vous de la proposition selon laquelle une élite qui détient le pouvoir politique, médiatique et économique a décidé de faire sécession du reste de la société, pensant que la pauvreté et la question sociale n'étaient pas une priorité? Dit autrement, dans votre analyse historique, n'observons-nous pas finalement un passage du tous ensemble qui existait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale à un chacun pour soi? Et pas tant à un chacun pour soi, je dirais, mais au chacun pour soi pour les plus riches. Comment dire? De facto, ce jugement me paraît vrai. Mais il me semble que il ne faut pas être dans une logique de complot. Il me semble qu'il faut vraiment observer, et c'est une des choses que j'ai voulu faire dans mon livre, mais observer les croyances sincères de ces élites. Elles sont liées à des contextes, à des rapports de force idéologiques, à des expériences sociales. Prenez Macron, par exemple. Moi, je ne pense pas que le président Macron soit insincère. C'est le président des riches. Évidemment, non, mais dans ses croyances sur le trickle-down, sur le poids de… Je pense que c'est plutôt lié à toute son expérience sociale. ENA, inspection des finances, banque Rothschild, fréquentation de tel ou tel, visiteur du soir. Voilà, moi je pense qu'il y a, comment dire, il y a toute une vie isolée, de plus en plus isolée, des croyances arrogantes qui l'emportent. En tout cas, comment dire, je serais d'accord sur le jugement final, mais sur les intentions, il me paraît important de faire place à une sociologie des croyances de nos élites, plus qu'un projet écrit de sécession et de guerre des classes stratégique. Je pense que voilà, c'est comment dire, c'est plus un pari méthodologique au fond sur le type d'enquête et qu'on peut faire. Regardez cette vidéo que je vous ai montrée. C'est une bourde politiquement, ça a coûté des points. Mais en fait, moi j'imagine très bien comment ça s'est passé. Sibeth Ndiaye, elle a été bluffée, quoi. Il tapait sur la table, il était beau, éloquent, il avait des choses à dire sur tout, sur des trucs dont jamais personne n'avait pensé à la mutu dans son équipe. Et voilà, donc elle a été bluffée, quoi, épatée. Elle a mis ça sur Twitter en pensant que tout le monde allait penser pareil. Donc en fait, je pense que voilà, cette analyse-là, attentive aux croyances, à l'expérience, elle me paraît plus juste et plus en prise que celle qui aurait un complot. J'ai vu une des conférences que vous avez faites avec un philosophe exactement sur complot critique. Moi, je reste proche en fait d'une pensée critique qui considère que voilà, les croyances des acteurs, y compris au sommet de l'État, on doit les penser, les comprendre, et que c'est là plus que se trouve l'explication que dans une espèce de complot social, dans la guerre des classes réelle qui existe aujourd'hui. D'accord. Très bien. Là, on a deux questions assez différentes. Et on passera peut-être à des propositions que tu aurais, ou ce que tu penses de certaines propositions qui ont été faites plutôt. Mais d'abord, à l'heure des crises sanitaires et écologiques, pensez-vous que la pauvreté n'est que économique? Donc, j'imagine que cette question renvoie à d'autres formes de pauvreté environnementale, en particulier le fait que ce sont les classes populaires qui vivent dans les habitats les plus dégradés, dans les endroits les plus proches des possibles accidents industriels, ou encore les pauvres du sud global dont l'habitat, l'environnement se dégrade encore plus vite.
comment dire, ma réponse serait que non, la pauvreté n'est jamais que économique. La pauvreté, c'est toujours le produit final d'un ensemble d'inégalités au nombre desquelles il faut absolument mettre les inégalités environnementales. Mais il y a quand même un effet de système, à mon sens, c'est le capitalisme, le capitalisme financier. Alors justement, parmi les propositions qui ont été faites par des économistes ces dernières années ou bien des mouvements politiques, il y a celle d'une taxation plus importante, celle d'un revenu universel, celle d'un revenu à vie. Que penses-tu de ces propositions et comment tu te situerais si tu veux te situer à l'écart de ton travail de recherche? Donc, toutes me paraissent intéressantes. Et ce n'est pas parce que je critique l'idée que des mesures bien faites pourraient répondre à la situation que je ne pense pas qu'il faut des mesures. Je tiens à le préciser. Il me semble que toutes ces propositions, quelles qu'elles soient, doivent être absolument attentives au rapport de force politique et intellectuel qu'elles engendrent. Faire un revenu minimum universel, etc., ça n'aurait aucun sens à mes yeux, et certains s'en inquiètent, si on ne l'inscrit pas, si on ne parvient pas à trouver des moyens de l'inscrire dans des institutions démocratiques et sociales puissamment légitimes, vivantes et capables de ne pas se laisser déposséder des acquis. Donc voilà, c'est ça ma réponse. C'est que toute mesure doit être absolument corrélée à la pensée des rapports de force intellectuels et politiques pour donner la parole et le pouvoir de décision aux premiers concernés. C'est vraiment ma réponse de principe. Et donc, partant de là, après, il faut être attentif à la manière dont ces propositions résonnent dans le monde social, dans les mouvements existants. Moi, j'avais été assez sceptique sur la proposition de Benoît Hamon au cours de la campagne de 2017, non pas parce que je la trouvais pas intéressante, mais parce qu'elle me paraissait arriver d'en haut, parachutée, et qu'il n'y avait pas un tissu associatif, syndical, militant qui s'en emparait et qui l'a dynamisé, et qu'on entendait surtout en fait une discussion sur les chiffres, alors ce qu'il faut, c'est une discussion sur la démocratie sociale et comment faire en sorte que les victimes des inégalités soient décisionnelles et entendues sur ces questions-là. Voilà, donc je dois l'avouer, hein, c'est une évolution pour moi, venant d'une gauche plutôt travailliste. J'ai toujours pensé que le nerf de la guerre, c'était l'argent. Ma sociologie compréhensive et critique me conduit à penser que bien sûr le nerf de la guerre c'est l'argent et les dispositifs, mais qu'il faut absolument qu'il y ait de la légitimité démocratique, qui s'inscrivent dans des rapports de force qui puissent être inversés. Et les gilets jaunes auraient pu être les prémices en fait, mais pour le moment ça n'a pas. La rencontre n'a pas eu lieu. Mais la rencontre n'a pas eu lieu encore. Pas encore. Il y a eu des tentatives. Ça viendra de ces socialisations politiques et de la manière dont elles repartiront. Je ne crois pas que ça ait été un feu de paille. En tout cas, je le souhaite. Mais je ne le crois pas. Je crois que la sociologie des mobilisations politiques montre qu'un engagement aussi durable, ça laisse des traces sur la biographie et sur la capacité à s'engager plus tard. Oui, et sur l'impact pour d'autres luttes, voire d'autres mouvements. Ce que tu as bien dit au début du Q&A, c'est pire n'est jamais écrit, et on voit émerger des mouvements, des actions locales, des actions au niveau d'un quartier, au niveau d'une région. Dans le domaine des étrangers, ce qui se passe dans la vallée de Roya est absolument incroyable. La mobilisation de gens qui sont... Bon, la solidarité n'est plus criminalisée, mais on leur enquiquine bien la vie, quoi. Et ils n'arrêtent pas pour autant toutes les tentatives qu'il peut y avoir, et en particulier après la pandémie.
spécifiquement. Alors, on a une dernière question, si tu veux bien, concernant l'Europe. La ratification par la France du traité de Maastricht en 92 n'est-elle pas une nouvelle raison de la pauvreté en France depuis une quarantaine d'années? Comment voyez-vous le rôle du développement des institutions européennes dans l'évolution de la pauvreté en France? Alors, oui, bien sûr, le traité de Maastricht et ses conséquences sur le budget de l'État, la pensée de l'endettement comme poids, bref, tout ce qui vient avec, je pense que ça a été assez dévastateur pour la politique française. Mais il faut aussi en même temps remettre le traité de Maastricht dans un ensemble comment dire, global plus large. Il n'y a pas que l'Europe qui a pratiqué le libre-échange avec cette espèce de marché de dupes. On délègue tout le travail industriel à l'Asie, à la Chine, sans attacher aucune exigence de traitement des travailleurs. Et voilà, fabriqué pour nous et nous on achètera. Donc, je veux dire, il n'y a pas que la question européenne. Moi, je vais être franc sur l'Europe. Je suis constamment ambivalent. J'étais déjà en âge de voter. J'avais voté contre le traité de Maastricht. J'ai voté contre le traité constitutionnel. Et je demeure néanmoins vraiment attaché à l'Europe, à la construction européenne. Je suis particulièrement séduit par le projet là, de démocratisation de l'Europe de Piketty et Ali, dont l'idée c'est qu'il faudrait démocratiser l'Europe non plus sur le modèle de la démocratie représentative traditionnelle, avec un électorat européen qui n'existe pas, mais qu'il faudrait démocratiser les indépendantes. La Cour de justice, la Banque centrale, etc., et y introduire la démocratie sociale. Ça me paraît prometteur. Maintenant, les rapports de force sont très inquiétants. L'Allemagne, qui a bénéficié très fortement jusqu'à présent de l'Europe de Maastricht, n'a pas envie d'y renoncer. Et comment on remet du rapport de force là-dedans, j'ai vraiment pas la solution. Donc je fais part en fait de mon ambivalence, quoi. Et je vois bien la non-conciliation de mes croyances, quoi. Oui, l'Europe de Maastricht a été catastrophique pour l'État social français. Mais non, je ne pense pas malgré tout qu'il faille sortir de l'Europe, mais inverser les rapports de force. Et, si je peux faire un commentaire plus politique, c'est la position de la France insoumise, pas cette Europe, mais une autre Europe, et quelle Europe on veut. Et c'est les fameux plans A et B mal compris de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, je crois qu'il y a quand même une tendance à critiquer cette Europe, mais à garder l'idée d'une construction européenne, mais pour une Europe différente. C'était ça le nom 2005. J'avais dit que c'était la dernière question, il y en a une qui arrive, que je te soumets quand même, parce que en fait, j'avais pensé à quelque chose de similaire quand tu parlais, mais du coup, je commencerai la question. La question, c'est: pouvez-vous nous donner une réflexion sur la différence parmi la pauvreté en France et l'Amérique latine? Moi, j'ai pensé, dès que tu as montré le portrait de l'abbé Pierre, j'ai pensé à quelques révolutionnaires cubains et aussi à la théologie de la libération, en fait. Et donc encore le rôle, alors là, d'une église catholique contestataire sur la question de la pauvreté. Tu peux dire quelque chose, et là, vraiment, on ne prend plus de questions. Oui, alors c'est très important dans les réseaux internationaux, par exemple d'ATD Quart Monde, la théologie de la libération américaine, sud-américaine est importante, très importante. Donc, ces militants français, et l'abbé Pierre aussi a été connu, s'inspirer, lisait des choses. Il y a toute une internationale catholique de gauche qui a nourri la pensée française.
Et inversement, hein, le catholicisme de gauche français a influencé en Amérique latine. Donc voilà, donc là, il y a vraiment des rencontres. Il me semble que, disons qu'historiquement, en Amérique latine, étant donné le catholicisme, le moment de l'histoire, etc., ce catholicisme social a joué un rôle plus autonome qu'en France. Et alors qu'en France, la force du mouvement travailliste, et notamment du Parti communiste, l'a un peu dominé. Ce serait la différence entre les deux configurations, mais je peux me tromper, hein. En tout cas, moi, dans mes recherches sur les associations de lutte contre la pauvreté, j'ai beaucoup vu des collaborations, des invitations, des circulations internationales. Bref, ça s'est nourri l'un l'autre. Et avec l'Amérique latine, justement. Avec l'Amérique latine. D'accord. Avec l'Amérique latine, et puis je signalerai aussi pour l'Amérique du Nord, et ça c'est quelque chose de très intéressant chez ATD Quart Monde, du mouvement des civil rights américains. C'est ça que j'allais te poser, parce que pour le coup, de par la question puis ta réponse sur les circulations, je pensais à l'Algérie, les guerres d'indépendance, et puis et le Black Power Movement qui part en Algérie, les mouvements indépendantistes antillais, martiniquais et guadeloupéens qui sont aussi en Algérie, Frantz Fanon bien sûr. Donc il y avait une effervescence internationale qui a diminué d'une certaine manière et qui repart peut-être avec les forums mondiaux, mais il y a eu cette pensée intellectuelle transatlantique et transméditerranée, c'est certain. Absolument. Merci beaucoup, Frédéric. Je crois qu'on peut conclure maintenant. Donc, c'est la première conférence qu'on avait sur une question sociale aussi importante. Donc, merci d'avoir ouvert cette série. Et à une prochaine fois, cette fois-ci dans toutes les conférences que toi, tu organises de ton côté, et à un autre rythme, au moins plusieurs fois par semaine. Donc, à bientôt, Frédéric. À bientôt.